Le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso, séjourne depuis ce mardi 12 octobre à la cité d'Inkamba, dans la province du Congo central, pour représenter le chef de l'État au double anniversaire de Kimbangu. Au total, 111 députés nationaux ont signé la motion de défiance contre le ministre de Pétentique, Augustin Kibasa Maliba, concernant le dossier RAM. Merci de nous choisir pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information à la télévision de l'éducation aux places au développement des titres. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia, séjourne depuis ce mardi 12 octobre 2021 à la cité d'Inkamba, dans la province du Congo central. Il a été reçu par le chef spirituel de l'église kimbanguiste, Simo Kimbangu. Ce dernier va représenter le chef de l'État au double anniversaire de Kimbangu. De ces rames, 111 députés nationaux ont signé la motion de défiance contre le ministre de Pétentique, Augustin Kibasa Maliba. Le dépôt prévu ce mardi 12 octobre 2021 n'a pas eu lieu. Suivez. Nous sommes passés ce matin pour déposer la motion de défiance contre le ministre de Pétentique, Augustin Kibasa Maliba. Nous sommes du FCC et nous avons réalisé 101 signatures. Je crois que vous allez prendre les images à ce sujet. Vous allez voir demain, le FCC est avec la population. Et vous allez voir comment les députés de l'Union sacrée seront contre la population. C'est-à-dire, ils vont sauver le ministre. Donc, ça sera un débat très houleux demain. Nous venons d'accomplir notre tâche, c'est-à-dire sauver le peuple face à cette escroquerie massive qui est cette taxe RAM, qui est totalement illégale. Donc, l'honorable Boulambo, qui est porteur de la motion, vient de déposer cette motion en bonne et due forme. Mais vous voyez que c'est au forceps que nous venons de recevoir l'accusé de réception. Ils ont totalement refusé de recevoir cette motion. Et pourtant, la motion a rempli toutes les conditions. Et voilà, elle est là. La motion, elle est là. Et si vous pouvez regarder les signatures, nous sommes à 101 signatures. Et ceci, c'est sans compter les collègues qui sont en dehors de la vie. Sinon, on pouvait avoir beaucoup plus. Et vous savez que pour une motion de défiance contre un membre du gouvernement, c'est 50 signatures seulement qui sont requises pour que cette motion soit déclarée recevable. Mais nous sommes allés au double. Donc, nous disons que demain, ça sera houleux. Et nous pensons que le bureau dirigé par l'honorable Mbosso va accorder la diligence nécessaire pour cette motion qui remplit toutes les conditions. Et le ministre doit en principe partir parce que il fait souffrir la population par cette taxe totalement illégale. Merci beaucoup, cher. À l'invitation de Christophe Mbosso Kodia, le président de l'Assemblée nationale, accompagné de tous les membres du bureau, a reçu une douzaine des ambassadeurs du pays africains le lundi 11 octobre dans son cabinet de travail au palais du peuple. Suivez. Je confirme que nous sommes les ambassadeurs des pays africains accrédités à Kinshasa. Aujourd'hui, c'est un honneur d'être reçu par honorable président de l'Assemblée nationale. C'est dans le cadre des consultations régulières avec le groupe africain. C'est un signe de confiance. Monsieur le Président nous a conviés aujourd'hui, c'est pour faire une présentation sur l'évolution du processus électoral. C'est un processus électoral qui n'est pas facile, comme dans tous les pays du monde, à la veille des échéances des élections 2023. Et la présentation, elle était vraiment sincère. Il a étalé toutes les étapes et les discussions avec les différents partenaires. Comme j'ai dit, c'est un exercice très utile et c'est très démocratique. Avec nos souhaits que les prochaines échéances soient une continuation du résultat dont nous sommes fiers des dernières échéances. Comme je l'ai dit à maintes reprises, l'évolution démocratique en RDC et surtout les dernières élections sont un cas d'école pour tout le continent. Et nous souhaitons vivement que ce processus continue lors des prochaines échéances. Notre avis, je vous le dis sincèrement, d'abord, c'est une question interne. Et il faut prendre en compte et respecter la souveraineté de l'État
et du peuple RD congolais. C'est un processus électoral et c'est une question interne. Nous devons d'encourager ce processus. C'est ça notre position. Non, j'ai dit qu'on a été reçu par Monsieur le Président de l'Assemblée nationale qui a fait une présentation très détaillée, très sincère de l'évolution du processus. Nous, en tant que groupe Africa, on a été sollicité par Monsieur le Président de l'Assemblée nationale et nous avons répondu favorablement. Parlons autre chose. Dans ce journal, le directeur général du Chambre des commerces d'Abu Dhabi a été reçu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Suivez. Pendant son séjour de travail de 112 heures aux Émirats arabes unis, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a visité la grande mosquée d'Abu Dhabi. Guidé par Youssef Al-Obed, directeur général du centre islamique Mosquée touristique Zayed, nom de Cheikh Zayed Ben Sultan Al Nahyan, premier président des Émirats arabes unis et commanditaire de l'édifice, le chef de l'État a eu des explications claires et nettes sur l'histoire musulmane et la construction de cette bâtisse qui aiguise la curiosité de tout visiteur aux Émirats arabes unis. Avec une superficie de 22 412 mètres carrés et sa capacité d'accueil de 40 000 personnes, la mosquée Zayed est la plus grande mosquée des Émirats arabes unis et 9e au rang mondial. Elle est située à l'est du Golfe. Sa construction s'est étendue de 1995 à 2007 pour un coût total de 400 millions d'euros. À la fin de sa visite, le chef de l'État s'est livré à la signature du livre d'or de la grande mosquée. Il s'est dit impressionné par cette œuvre grandiose érigée à la gloire d'Allah qui est aussi devenue un site touristique incontournable pour les visiteurs qui débarquent à Abu Dhabi. Lors de sa deuxième journée aux Émirats arabes unis, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a échangé également avec le directeur général du grand port d'Abu Dhabi. La Fédération des Émirats arabes unis a réservé un accueil digne de son rang au président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'État a eu une rencontre bilatérale de plus d'une heure avec Mohamed Ben Zayed Nahyan, le prince héritier d'Abu Dhabi et vice-commandant suprême des forces armées émiraties. Tout s'est déroulé au palais du prince héritier d'Abu Dhabi ce dimanche 10 avril 2021. Au milieu des échanges, la coopération bilatérale avec en toile de fond les investissements stratégiques. Ceci justifie du reste la présence à cet échange des ministres sectoriels, notamment celui des ressources hydrauliques, le ministre d'État, ministre d'Habitat et le ministre de l'Industrie. Il a été aussi question des transports et des logements sociaux, le secteur économique, de l'énergie, des mines, urbanisme et habitat, la sécurité et la défense. Un intérêt manifeste de la part des deux parties a été constaté dans le cadre de renforcement des relations entre les deux pays qui entendent créer un partenariat gagnant-gagnant. Au niveau sécuritaire, les Émiratis ont manifesté la ferme volonté d'aider la République démocratique du Congo dans la lutte contre le terrorisme à l'est du pays. Ils ont annoncé la mise à disposition immédiate d'une enveloppe d'1 milliard de dollars pour les investissements en République démocratique du Congo. Au sujet des points abordés lors de ces échanges, des protocoles d'entente seront signés à l'étape de Dubaï, où le chef de l'État est attendu dans les 48 heures, dans le cadre de l'Expo Dubaï et Global Business Forum for Africa, un rendez-vous économique mondial incontournable auquel la RDC a été conviée. Pour rappel, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé aux Émirats arabes samedi en fin de journée. Changeons de chapitre à présent. Le ministre de la Jeunesse, Yves Boukoulou, a pris part le lundi 11 octobre à Kinshasa à la célébration de la journée internationale de la jeune fille, organisée entre le ministère de la Jeunesse et celui du genre, famille et enfants à l'hôtel du gouvernement. Ginelle Pézo pour plus de précisions. Dans son plaidoyer, il était question d'une prise en charge adéquate d'une tranche d'âge de la jeune fille. Le docteur Yves Boukoulou a insisté sur la nécessité d'une attention soutenue sur la jeune fille en République démocratique du Congo. La date du 11 octobre mérite d'être célébrée avec faste car elle symbolise la volonté de l'humanité d'œuvrer pour l'égalité des chances et de focaliser l'attention de l'opinion sur un certain nombre d'éléments ayant aux conditions de jeunes filles dans les différents pays du monde. En ce qui concerne la République démocratique du Congo,
Il sied de noter que notre pays est habité par une génération d'adolescents la plus nombreuse de son histoire. En effet, on estime à plus de 8 millions le nombre de personnes âgées de 15 à 17 ans. Dans cette fourchette, il faut relever le fait que la jeune fille reste en proie de nombreux problèmes qui méritent de profondes réflexions et pistes de solutions en vue d'y faire face. J'ai saisi l'occasion de saluer les partenariats qui existent depuis 2015 entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'Organisation des Nations Unies pour la population, UNFPA en sigle, au travers de l'initiative Kitumaini qui vise à encadrer les jeunes filles dans plusieurs coins du pays afin de pourvoir non seulement à leur encadrement sur la sexualité responsable, mais aussi à l'autonomisation de jeunes filles en les formant à des métiers divers. C'est pour moi également l'occasion d'informer aux jeunes filles ici présentes que le gouvernement de la République, sous la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la supervision et la coordination de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Sama Lukonde, a décidé de mettre en place un financement à la hauteur de 100 millions de dollars américains pour financer les différents projets dans le secteur de l'innovation et de l'entrepreneuriat au niveau scolaire et académique. Il faut dire que ces plaidoyers du ministre de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, est d'une part assurer et faciliter la prise en charge pour une récupération et réinsertion de celles qui sont confrontées à ces problèmes. Parlons enseignement dans ces journaux. Une délégation des enseignants était venue le lundi 11 octobre 2021 au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique témoigner leur soutien au ministre de l'EPST Tony Mwamba Kazadi pour ses efforts dans la pérennisation de la gratuité, l'amélioration des conditions sociales des enseignants ainsi que les redressements du secteur de l'EPST. Ginel Pezo pour les détails. Ces enseignants saluent toutes les actions déjà menées par le ministre de l'EPST et appellent les politiciens à ne pas politiser la grève des enseignants. Excellences, Messieurs le ministre, depuis votre avènement à la tête de ces méga-ministères, il y a de cela 4 mois, le parent congolais en général et les enseignants de la République démocratique du Congo en particulier sont en train de palper le fruit de résultats positifs de vos actions sur terrain. Permettez-moi, Excellence, d'énumérer quelques-unes de vos actions. 1. Nettoyage du fichier paye. 2. Prise en charge des éducatrices NU de maternelle. Pour sa part, le professeur Tony Mwamba Kazadi a remercié ses enseignants pour leur soutien tout en insistant sur la procédure d'aller en grève qui n'a pas été respectée par les syndicats catholiques. Je pensais que tous les syndicats et tous les enseignants avaient une autre compréhension que la mienne. Mais je réalise ce matin qu'il y en a qui ont le bon sens. Je suis le premier syndicaliste des enseignants. Le premier, c'est moi. Parce que depuis que je suis à la tête du ministère, tout ce que j'ai fait, c'est pour les enseignants. Et si vous voyez un syndicat aller en grève, alors que moi je suis encore à la tête de ce ministère, comprenez que c'est pour des raisons étrangères aux intérêts des enseignants. Je reconnais que la grève, c'est un droit pour tout employé, même l'enseignant, c'est son droit. Mais vous savez qu'il y a toute une procédure à suivre pour arriver à décréter une grève, notamment les préavis. Alors, quand vous décrétez la grève, montrez que tel ou tel autre point du cahier des charges n'a pas été pris en compte. Mais vous n'avez jamais déposé votre cahier des charges en solo, vous ne l'avez jamais fait. Vous ne pouvez pas aller en grève. Alors, oui pour la grève, mais il faut que ça soit une grève qui doit respecter la procédure.
Il a en outre fustigé le fait qu'il y a certaines personnes qui appellent à la grève alors qu'ils ne sont pas enseignants ni syndicalistes, question de saboter la gratuité. S'agissant des grévistes, le ministre de l'EPST a rappelé qu'il est inadmissible au moment où la commission paritaire n'a pas encore terminé son travail qu'un groupe de syndicalistes aille en grève. Il s'est de signaler que le ministre de l'EPST entend obtenir la signature d'un protocole d'accord avec les coordonnateurs des écoles conventionnées catholiques. Dans le même registre, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwambakazadi, a organisé une séance de travail avec tous les coordonnateurs des écoles conventionnées le lundi 11 octobre 2021. Il était question de faire l'évaluation de la situation qui prévaut actuellement dans le sous-secteur de l'enseignement lié à la grève de certains enseignants. Étant gestionnaires, les coordonnateurs des écoles conventionnées affirment que cette situation impacte le fonctionnement des établissements scolaires. Tout en reconnaissant le droit à la grève reconnu par tout employé, le révérend Guy David Kabangu, président de la coordination nationale des écoles conventionnées, dénonce la procédure. Concernant la grève, c'est comme ça que nous sommes là. Je vous donne un exemple. Chez nous, nous devons connaître quels sont les syndicats qui syndiquent nos enseignants. Nous devons les connaître. On ne peut pas venir prendre les enseignants, les envoyer sur la route sans que le gestionnaire ne soit au courant. Donc nous devons connaître quels sont les syndicats qui gèrent nos enseignants. C'est pourquoi nous sommes venus aussi, nous avons répondu à l'appel de Excellence, Monsieur le ministre de l'EPST, qui nous donne la liste de tous les syndicats, le ban syndical reconnu officiellement et qu'ils ont le droit de passer dans nos écoles et donner leur mot d'ordre comme ils veulent, mais en respectant la loi. C'est-à-dire, la grève se passe au lieu de travail. Il faudrait qu'on voit les enseignants sur le lieu du travail, même s'ils grèvent, mais c'est leur droit. Mais que ça se passe selon la loi qui régit, bien sûr, le syndicalisme. Il a par ailleurs annoncé la reprise des négociations entre le gouvernement et le banque syndicale. Mais à notre surprise, nous avons appris que le ministre a déjà signé depuis vendredi le retour à des discussions, c'est-à-dire avec le banc syndical. Donc le banc syndical doit observer cette grève-là, doit la mettre d'abord en éveil pour discuter, rentrer à la table de négociation. Et c'est au cas où le gouvernement n'arrivait pas à répondre, au cas où il n'y a pas entente entre le banc syndical et le gouvernement, alors il peut lancer un mot d'ordre. Il faut dire que cette réunion intervient une semaine après la rentrée scolaire. D'un ministère à un autre, dans les soucis de renforcer la cohésion sociale et la confiance entre la population et les autorités, il s'était dit à Béatrice Hôtel de Kinshasa la deuxième réunion du comité de pilotage du projet police de proximité et du Kasaï. Le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, le professeur Jean-Claude Molipé, a donné les orientations majeures. Suivez cet élément de Clément Kingombe. Sous la supervision du vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, le professeur Jean-Claude Molipé, il s'est tenu à Kinshasa la deuxième réunion du comité de pilotage des projets police de proximité au Kasaï sur fond de renforcement de la cohésion sociale et la confiance entre la population et les autorités. Mesdames et messieurs, suivant la vision de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, la République démocratique du Congo accorde une importance capitale au rétablissement de la sécurité et à la consolidation de la paix à travers tout le pays. Cela requiert également des efforts conséquents pour assurer le maintien de l'ordre public ainsi que la protection de personnes et de leurs biens. Ainsi, ce projet mis en œuvre par l'OIM, PNUD et UNIFAM s'inscrit parfaitement dans cette logique car, à terme, il aura contribué au renforcement de la sécurité à travers la mise en place de services de sécurité de proximité pour une meilleure collaboration entre police et population de la ville de Tikapa.
Selon les représentants du chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrations, les 6 mois de mise en œuvre de cette commission ont été un succès, quand bien même le taux global de réalisation à ce jour est de 25% sur 67 du délai d'exécution du projet, ce qui implique la nécessité de demander une prolongation de 6 mois afin de leur permettre de fournir l'ensemble des livrables. Au Kasaï, l'insécurité qui sévit au territoire des Mweka inquiète au plus haut point les notables chefs coutumiers de ce coin du pays. C'est dans ces cadres qui s'était chez le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, le professeur Jean-Claude Molipé, pour solliciter son implication. Suivez cet élément. Des mesures en urgence afin de ramener la paix et la quiétude aux habitants du territoire des Mweka dans les Kasaï centrales, c'est la sollicitation des notables et chefs coutumiers de ces coins auprès du vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, le professeur Jean-Claude Molipé Mandongo, dans son cabinet de travail. Nous sommes venus voir son Excellence pour qu'ensemble avec les autorités provinciales et pourquoi pas avec les représentants du roi, le régent Jean-Marie Kouété, qu'on l'invite pour que l'on trouve une solution afin que la paix soit rétablie à Mweka d'une façon générale. Il nous a félicité d'abord pour notre démarche et nous a aussi promis qu'il va s'impliquer parce que c'est lui le ministre de tutelle. Il va s'impliquer et pourquoi pas préparer une commission mixte qui sera composée des membres du gouvernement central, des membres du gouvernement provincial, des membres de la famille royale et aussi des membres des groupements voisins de Mweka. Convaincu que la solution pour éradiquer cette insécurité ne viendrait que de l'État congolais, le numéro 2 de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, le professeur Jean-Claude Molipé, a promis des mesures idoines pour répondre aux desiderata de la population. Il a en outre salué la démarche des notables et chefs coutumiers du territoire de Mweka. Sensibiliser le grand public sur la santé mentale, tel est le but principal de la célébration de la journée mondiale de la santé mentale célébrée le dimanche dernier. Et pour ces fins, je vous laisse suivre cet élément réalisé par Ruth Moudi pour avoir plus de précisions. Célébrer chaque le 10 octobre de l'année, la journée mondiale de la santé mentale a pour objectif de sensibiliser l'opinion publique aux questions de santé mentale et de mobiliser les énergies en faveur de la santé mentale. Pour cette année, les thèmes retenus est le respect mental. Approché à ce sujet, le docteur Christian Luindulanda Minina explique la santé mentale chez un être humain et relève certaines causes. La santé mentale, composante essentielle de la santé, c'est un état de bien-être, une aptitude de l'esprit à fonctionner normalement et répondre de manière appropriée aux stimuli de l'environnement. On parle alors de troubles mentaux lorsque cet état de bien-être est perturbé par des affections psychiatriques. L'individu est alors dans l'incapacité de s'adapter aux situations difficiles, voire douloureuses, et de maintenir son équilibre psychique. Les causes qui sont préalablement établis par rapport à la santé mentale. Il y a la dépression, il y a l'addiction et les troubles liés à la consommation de drogue ou alcool. Il a également donné quelques remèdes à ce qui concerne la consommation de l'alcool et autres boissons alcooliques. Je demanderai à la population congolaise de ne pas ou de ne plus consommer des drogues comme des bombés, de l'alcool, et que, vu que la population est touchée déjà à 27%, et puis moyennant l'âge de 25 ans, donc on demandera à ces gens qui consomment de la drogue, qui fument du chanvre, de vraiment faire trop attention. Il faut dire que les constats ne portent pas l'optimisme. Rien que la région européenne de l'OMS, on estime que 50% des personnes dépressives et 25% atteintes ne reçoivent aucun traitement médical spécifique. Parlons société. Dans ce journal, à Mongafola, les habitants de cette partie de la capitale ont compris la leçon des prises en charge énoncées par le bourgmestre Champion Panga Okochwe. Ils se sont lancés aux travaux des salubrités dans les quartiers Matadi-Mayo, Massangabila, Cité Pumbu ainsi que Matadi-Kibala. Suivez ce reportage de Clément Kingombe.
La culture de salubrité telle qu'inculquée par les bourgmestres de Mongafula, champion Mopanga Kocho et à ses administrés produit des résultats probants puisque la population de cette contrée se lance dans les activités de propriété même sans la présence de leur autorité municipale. Les cas échéants étaient au quartier Mamayemu, Masangambila et au marché Cité Pumbwe Matadikibala. Les habitants de Mongafula louent l'initiative des champions Mopanga dans cette optique de la prise en charge. Dans le même registre, le bourgmestre de la commune de Mongafula a tenu également une réunion stratégique avec tous les chefs des quartiers, des services ainsi que la police œuvrant dans sa municipalité. Suivez. Évaluation de tous les services, situation sécuritaire, Kinbopeto ainsi que divers points étaient à l'ordre du jour de la séance de travail que les bourgmestres de la commune de Mongafula, champion Mopanga, avait eu avec les chefs des quartiers, des services et la police de sa municipalité. Ensemble, tout le monde a qui merci beaucoup. Et donc, moi, je à part notification pour le Covid et PSA Bango, pour l'affectation, ça la quartier, dans un document mon côté, il y a autant pour le Le but poursuivi est la conjugaison des efforts pour atteindre l'idéal qui puisse éclore le développement intégral de la commune de Mongafula. En sport, pour boucler complètement cette session d'information, désormais la CV Club championne de la Vodacom Ligue 1 édition 2020-2021. C'est grâce au verdict rendu public le week-end dernier par le tribunal arbitral du sport au sujet du joueur Zao Matutala qui opposait la CV Club Don Bosco et la FECOFA Isaac Talakwa pour plus de précisions. Ce verdict est entendu par le tribunal arbitrage du sport et c'est lui qui va donner l'avantage à la SV Club d'y jouer la prochaine Ligue des champions africaine. L'ex-entraîneur de la SV Club, Florent Ibengue, s'est dit satisfait de cette décision et remercie la présidente de la coordination, Bestine Kazadi, pour ne pas lâcher prise sur le dossier Zao Matutala. Le TAS vient de nous rendre justice. Je suis vraiment heureux. Je suis très heureux. Franchement, je suis heureux. Donc, félicitations. Je suis très content de la saison qu'on a pu faire l'année dernière. Donc bravo aux joueurs, bravo aux dirigeants, bravo à tous les clubs, les supporters, je ne vous oublie pas. Spécial remerciement à Madame Bestine avec qui je reste toujours en contact pour lui dire que cette abnégation, cette bataille qu'on a fait livrer ensemble a abouti et vraiment merci à ton jusqu'au boutisme. Et le grand message c'est que il faut se battre pour ceux qu'on croit être justes. Quelques supporters de la SV Club ont aussi loué les efforts de la coordination du V Club sur ces dossiers. Sentiment dans les années de Bosso, les SV Club ont été des champions. Les Sénégalais ont bien été qui n'ont fait que la marquise. On est allé, on s'est perdu sous la présidence de la SV Club. Les forts unions sociales qu'on a fait la Ligue des champions, que ça a bien. Mais là, on a regretté, moi, je regrette mon cœur, qu'on a l'arbitrage à Congo. Baye Barandé, nous avons arbitré, Baye Barandé, nous avons arbitré. Nous avons bien, nous avons arbitré, nous avons arbitré, nous avons soutenir, nous avons arbitré. Na sepeli makasi ndeti mama abeti seta telemi pona kolandela makambo kupu na biso oyo bangai babotola biso ngona ndenga lokuta lokola to récupérer yango na sepeli makasi mama azalaka biso tokolemba te tokobeta Ligue des champions oyo nyonso bango balobaki wana tosilisi bango ya zéro. Il s'est dénoté qu'une amende de 450 000 $ de dommages et intérêts à la FECOFA en il y a 45 jours de les payer et rétrocéder à la SV Club son trophée des champions. Dans les cas contraires, la suspension du championnat national, la disqualification des Léopards et de toutes les équipes engagées en compétition africaine. Place au rappel des titres.
Le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso, séjourne depuis ce mardi 12 octobre à la cité d'Nkamba, dans la province du Congo central, pour représenter le chef de l'État au double anniversaire de Kimbangu. Au total, 111 députés nationaux ont signé la motion de défiance contre le ministre de Pétentique, Augustin Kibasa Maliba, concernant le dossier RAM. C'est ici que prend fin cette session d'information. Si vous avez aimé, dites merci à la grande équipe rédactionnelle de la télévision de l'éducation. Cette édition a été assistée techniquement par Chadeline Tseka, Laetitia Maluta et Guina Mayamba. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir.